You know, these guys, you know, were my friends. I feel so betrayed. How could they try and change what our word was? All the manipulation and the lies. By editing a feature film, it was a shock to me. It's just absurd. It's absurdity. And they know that. My goal has always been and remains to give everyone the opportunity to see Don's Plum on the big screen. Up until that point, nobody would take our case because Leonardo DiCaprio wasn't really worth all that much money. But then, Titanic. It was like torture for me. I mean, it was everywhere. I think I had a moment where I was like, it's just never going to end. They're never going to stop. They're constantly going to destroy me. What I wanted to do was, try and get a meeting with Leo and Toby and take the actual canisters there and, in a trash can, light them on fire and just burn those reels to the ground. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du cas Don's Plum. Alors comme je vous disais la semaine dernière, cette vidéo va parler de Leonardo DiCaprio mais pas que, on va aussi parler de Tobey Maguire et je ne voulais pas inclure toute cette histoire, en fait tout ce drame dans la vidéo consacrée à Léo que je vous prépare pour plus tard. Parce que c'est vraiment une affaire à elle toute seule. Et il y a beaucoup d'éléments. Pourquoi je vous en parle maintenant précisément? Parce que Dale vient de sortir un livre, Hollywood Mémoire, qui fait quand même 500 pages, où il raconte toute l'histoire, tout ce qui s'est passé. Donc il a côtoyé DiCaprio, Tobey Maguire et encore d'autres personnes qu'on connaît plus ou moins. Il raconte sa mésaventure. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais la découper en deux parties. Dans la première partie, je vais vraiment vous raconter les faits, ce qui s'est passé, tout le pataquès autour de ce film, car Don's Plum, du coup, c'est un film. Et dans la deuxième partie, je vais vraiment aller plus dans les détails, je vais plus vous parler du livre, vraiment par rapport aux mots de Dale, à tout ce qu'il a raconté. Il y a beaucoup plus d'éléments et du coup, je vous partagerai mon analyse, ce que moi, j'ai ressenti en lisant tout ça, l'avis du coup que je me fais, en sachant pertinemment que, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais je me ferai forcément l'avocat du diable parce que je pense qu'il y a quand même certains points de vue qui peuvent se défendre, même si, attention, je vais nuancer, mais je suis obligée pour le coup de me faire l'avocat du diable et d'essayer de voir les choses des deux points de vue. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez penser ou croire. Ça change pas. À chaque fois, toujours, je vous dis, faites-vous votre propre avis. Et ne me tapez pas dessus, parce que le mien est peut-être différent du vôtre. Voilà, c'est juste, je vous donne plein de pistes de réflexion que j'ai, et c'est à vous de prendre ce qui vous intéresse, quoi. C'est parti. Alors, l'histoire de Don's Plum. Donc, comme je vous disais, c'est un film qui a été tourné en noir et blanc en 1995, et il a été interdit de diffusion aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Le Japon... Ça a été une histoire compliquée, mais bon, le Japon, l'Europe, tout ça, on y a eu accès. Mais pourquoi il a été interdit donc aux States et au Canada? Je vais vous expliquer tout ça. On a donc un certain Dale Whitley, qui à cette époque-là a environ 25 ans. Il est canadien et il s'envole pour Los Angeles. Et tout de suite, il va rencontrer tout un groupe de jeunes comédiens en herbe, dont Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire, qui déjà à cette époque-là sont très potes. Dans la bande, on a aussi Kevin Connolly, que vous avez pu voir dans la série Entourage, et un jeune comédien, mais qui va plus se tourner vers la réalisation, qu'on appelle Hardy Robb. Ils sont tous animés par la passion du cinéma, y compris donc Dale, et du coup ils vont décider de faire un film ensemble, un film entre potes, qui est, on va dire, bien dans l'air du temps, parce que là, donc, on est au milieu des années 90. C'est à l'époque où il y a des films du type Kids qui sont sortis, également Clerks de Kevin Smith. Donc voilà, ils veulent faire un cinéma intime sur la jeune génération dans les années 90. C'est pas plus compliqué que ça. Donc au début, une première idée est présentée au groupe qui s'appelle Last Respects, où c'est un groupe d'amis en fait qui volent le cadavre de leur pote avant qu'il soit enterré pour lui dire au revoir. L'idée ne plaisait pas trop à Léo, donc
on a proposé une autre idée, The Saturday Night Club, et qui plus tard sera rebaptisé Don's Plum, parce que tout simplement, ils l'ont tourné dans un espèce de diner qui s'appelle Don's Plum, qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, le lieu existe encore, mais le resto a changé de nom, pour la petite info. La particularité de ce film, c'est que les acteurs peuvent aller plus ou moins en roue libre. Donc Dale avec R.D. Robb, en fait, ils vont écrire des arcs, ils vont juste donner des pistes pour les personnages, en fait, à savoir, voilà, le passé de tel personnage, il lui est arrivé ça. Dans l'histoire, donc, il arrive avec tel état d'esprit, et au cours de la soirée, parce que du coup, tout se passe en une soirée, à un moment donné, il va évoluer, parler de ça. Donc voilà, en fait, c'est que des indications sur l'ensemble du film, sur les tournures de chaque personnage, mais les acteurs improvisent tous les dialogues. Et ça, Leonardo, Kevin, Tobey Maguire et Scott Bloom, ils étaient très emballés par l'idée parce que, encore une fois, on parle d'un groupe de jeunes comédiens qui ont soif d'aventure artistique, on va dire ça comme ça. Donc pouvoir improviser, avoir carte blanche, eux en plus qui adorent faire justement des jeux d'improvisation, tout ça, c'était du pain béni. Sauf que ce groupe n'a pas énormément de sous. Là, pour rappel, Tobey Maguire, il est quasi inconnu au bataillon, quoi. Il n'a pas fait grand-chose. Scott Bloom, pareil. Enfin, ils ont fait des petits trucs comme ça. Le seul qui se démarque du lot, c'est Léo, parce qu'il a été nominé aux Oscars pour son rôle dans Jibber Grape. Mais là, à ce moment-là, il vient de finir Basketball Diaries. Il n'a pas encore tourné Roméo et Juliette. Il n'a pas encore tourné Titanic. Donc, il est quasi inconnu. Disons qu'à cette époque-là, il pouvait se balader tranquille dans la rue avec ses potes. On le reconnaissait pas, quoi. Donc, important quand même pour la suite du programme. Donc, faut trouver des pépettes. I do remember Stutman coming. We had talked to my father about the money. My father helped create the Happy Meal as it is today, and he created the Monopoly game. So Stutman enters into agreement with me and my father, and I believe it was like $20,000, $25,000 at that point, and then it jumped to 40. For no apparent reason. And I think actually we added more money after that. I think that it ended up being like 70. Et selon Dale, nous pensions faire un film avec nos amis et bêtement, nous n'avons pas prêté attention à la paperasse. Ouais, effectivement, déjà c'était premier red flag. Ils n'ont pas rédigé de contrat en fait. C'était un bout de papier où il y avait une petite phrase quoi qui disait juste que les acteurs s'engageaient à tourner dans ce film sans préciser la longueur du film. Donc on ne sait pas à ce moment-là si ce sera un court-métrage, un long-métrage, un moyen-métrage, on ne sait pas, c'est pas précisé. Mais voilà, en fait, ils ont juste signé un papier comme quoi ils s'engageaient à tourner dans ce projet de telle date à telle date. Point. Et aucun de ces comédiens n'en a parlé à son agent. Donc ils arrivent à réunir des fonds. Ils trouvent un lieu, allez, bim, ça se tourne en 3 soirs. DiCaprio lui sera présent 2 soirs parce que justement le deuxième soir, juste après qu'il ait bouclé les scènes, il s'envole tout de suite pour aller jouer au Mexique Roméo plus Juliette. Donc le 3e soir se fera sans lui. Alors la réalisation, c'est R.D. qui va s'y coller, sauf que il est très jeune, ils sont tous, ils ont 20 ans, ils ont entre 20 et 25 ans, tout ce petit groupe, et ils sont tous inexpérimentés concernant la direction. Donc ils vont dégoter quelqu'un qui va les aider dans tout ça, qui est un producteur délégué qui s'appelle John Schindler, et en fait c'est lui qui va coacher R.D. Robb. Et donc une fois que le tournage est bouclé, l'équipe se rend compte que ils ont quand même 30 heures de bande. Étant donné qu'effectivement c'était que de l'improvisation, forcément toutes les scènes n'étaient pas bonnes. Il a fallu faire, je crois que c'est à la 7e prise que, waouh, d'un coup il s'est passé un truc génial. Donc voyant qu'ils avaient plus de 30 heures d'image, ils se sont dit, limite, on a de quoi faire un long métrage, quoi. Ça va être le début des problèmes. Il manque juste quelques scènes supplémentaires pour que l'histoire tienne debout. Donc, ils rappellent certains comédiens pour faire des scènes supplémentaires. Ils vont également filmer des scènes en extérieur pour alimenter le film. Et donc, R.D. Robb, Dale Whitley, David Stutman et John Schindler décident d'en faire un long métrage qu'ils veulent donc présenter au festival Sundance, etc. Sauf que là, DiCaprio, quand il voit qu'ils en ont fait un long métrage, il est pas content parce qu'il pensait que ça serait un court métrage, pas un long. C'était pas ce qui était convenu selon lui. I remember specifically Ethan Suplee telling me, "Do you know that R.D. and
Dale are trying to edit this as a feature film while I was in Mexico City shooting Romeo and Juliet. I also remember talking with Kevin over the phone, hearing that, and being shocked by that. Ok, bon, les gars décident quand même de faire un montage du film. Donc pour ça, ils vont s'entourer de Jerry Meadows, qui est un cadre de Paramount Pictures. Et une fois que le film est prêt, Jerry propose de publier un article dans Variety, un petit truc quoi, juste pour annoncer qu'il y a un film avec Leonardo qui est prêt, qui va être projeté tel jour dans telle salle. Là, l'idée en faisant cet article, c'est d'attirer justement des distributeurs. Il faut bien que le film soit acheté pour qu'il soit diffusé dans les cinémas, etc. Sauf que Léo, quand il va voir cet article, il pète un plomb. C'était pas ce qui était convenu encore une fois. Finalement, il dit ok, le film il est bien, ça va, ça ne me dérange pas. Il y a une deuxième projection qui a lieu dans la célèbre agence artistique CAA. Ils adorent le projet et il y a même Miramax Film qui voudrait acheter le projet pour donc le distribuer. Et on a qui à cette époque-là derrière Miramax? Harvey Weinstein. Sauf que Tobey Maguire, il se réveille. Il avait vu le film, il n'y avait pas de souci. Il l'avait vu avec son agent, il n'y avait pas de souci. Sauf que bah finalement non. I definitely think that was part of it, that his manager was like, it will be good for you to be seen in this movie and compared to Leonardo is brilliant, and Tobey wasn't that brilliant. He just isn't the talent that DiCaprio is, that's for sure. Bon, si Tobey dit que non, il veut pas et qu'il tape des pieds parce que c'est parti très loin, Léo étant son bestie, son meilleur pote, il a écouté Tobey. Et du coup, bah, ils ont tout fait pour que le film ne sorte pas. Et au passage, ils ont blacklisté à Hollywood R.D. Robb, Dale. Donc toute cette embrouille, ça a entraîné une bataille juridique, car du coup, le film a soudainement été retiré du festival du film de Sundance. Miramax a annulé son offre d'achat. Du coup, R.D. Robb, David Stotman, Dale Whitley et Jerry Meadows ont intenté une action en justice de $10 millions contre les acteurs qui ont riposté. Was there another title to Don's Plum before Don's Plum became the title? Yeah, I believe there were two different titles. Okay, what were those? I believe one was Last Respects. We could do an improvised thing with the actors. That's what I remember him saying. What I remember was us being more excited about the new short film proposal. The proposal by David Stutman? Right. I never had any intention of doing a feature film. The agreement had always been that this was a short film. I would never go in for one night and improvise with my friends and make a feature film. There's no way I would ever do that. I had no idea that there were additional scenes that were already shot, because when I heard about it, they were already shot. These guys, you know, were my friends. How could they try and change what our word was by editing a feature film? It was a shock to me. It's just absurd. It's absurdity. And they know that. Everyone knows that. I felt really hurt, and I felt really angry. Did you voice any type of objection to Don's Plum being anything more than a short? I don't recall. Did you hear anybody else object to that? I don't recall. Donc ça a été long, ça a été tendu, ils sont finalement parvenus à un accord et dans le cadre de cet accord, les plaignants ont dû supprimer du film certains dialogues de Léo et de Tobey Maguire. Autre condition qu'ils ont imposée, c'est qu'ils ne sortent pas aux États-Unis et au Canada. Ils ne voulaient pas non plus qu'ils sortent au Japon. Dale et toute la bande là ont insisté. Finalement, ils ont cédé le Japon. Et il pouvait également sortir en Europe. Mais voilà, donc ça ne sortira pas aux States ni au Canada. Bon, la suite, on la connaît. DiCaprio est devenu la star qu'on connaît tous. Tobey Maguire, à vous de juger. Et Dale, de son côté, bon, à ce qui paraît, il aurait touché que $180 sur Don's Plum. Parce que le film, bien qu'il soit sorti, donc, comme je vous dis, au Japon et également en Europe, il a fallu payer les frais d'avocat de toute cette bataille juridique. Donc, non seulement les frais de leurs avocats, mais aussi les avocats des acteurs,
Léo et Toby. Donc au final, il n'a touché que 180 $. Mais il lâche pas l'affaire. Il veut pas que Don Splum soit dans les oubliettes, même si encore une fois il est disponible en DVD, tout ça. Bon, il fait une lettre ouverte en 2014. Cette lettre ouverte s'adresse à Leonardo, donc il crée un site qui s'appelle freedonsplum.com et il met le film en ligne sur son site. Et le film restera que 16 mois parce que Leonardo va en avoir vent et donc Dale va recevoir un petit courrier, un mail, disant que la vidéo a été supprimée de la plateforme Vimeo, c'est là-dessus qu'il l'avait téléchargée, en réponse à un avis de retrait soumis par Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire conformément au Digital Millennium Copyright Act. Donc même si Léo et Toby ne parlent jamais de ce film, bon, ils l'ont quand même mauvaise, hein, ils veulent pas qu'il sorte, même gratuitement sur internet, non. Bon, le mal était fait, entre guillemets, hein, donc il a quand même été repris sur YouTube, etc. Donc vous pouvez le consulter, sauf que la qualité est médiocre, parce qu'à force d'avoir été téléchargé et rechargé, nanana, bref, la qualité, elle s'est perdue, quoi. Donc voilà, en gros, Dale, où il en est. Il a fait une dépression, il n'a jamais pu vraiment retravailler avec qui que ce soit, parce que Léo l'a blacklisté de partout. En gros, ceux qui ont grave mangé, c'est surtout Dale, John Schindler, R.D. Robb. Il a refait quelques petits trucs, mais sa famille était également déjà dans le milieu, notamment sa mère. Donc bon, elle a pu l'aider. Voilà donc, à la lumière de tous ces faits, ce qu'on peut voir ressortir de tout ça. Donc je vous ai mis des extraits de déposition de Léo et Toby. J'ai beaucoup de mal avec le petit sourire en coin qu'on voit à un moment donné chez Toby. Très bizarre quand même. Mais voilà, avec des bouts d'interview de Dale, tout ce que je vous ai illustré, vous pouvez vous faire un avis. Maintenant, on rentre dans la deuxième partie où on va aller plus dans les détails. Donc je sors mon petit calepin où j'ai noté au fur et à mesure du livre tout ce que je retenais. Ouais, cette deuxième partie, je la fais comme ça parce que je sais qu'il y en a certains qui veulent juste voir concrètement de quoi on parle, quoi. Après, peut-être que cette partie-là n'intéressera pas tout le monde, j'en ai conscience. Ça va être plus du détail et mon analyse et mon avis. Au tout début du livre, Dale commence par sa rencontre avec l'acteur Jeremy Sisto, que je vous montrerai d'ailleurs dans un petit bout de vidéo que j'ai retrouvé parce que là je suis en train de vous préparer une vidéo sur Kate Winslet. Et en fait, Jeremy Sisto, il a auditionné pour le rôle de Jack Dawson. Donc on a une archive de lui auditionné avec Kate. Donc vraiment tout ce petit cercle se connaît. Donc Jeremy Sisto, qui a l'air vraiment d'être un cœur, d'après ce que Dale raconte. Ils s'étaient rencontrés, Jeremy et Dale, à Vancouver, parce qu'encore une fois, hein, Dale à la base il est canadien, sur un tournage. Et là, Dale a fait la rencontre de Jeff Goldblum et Alicia Silverstone. Apparemment, ils ont fait des jeux d'improvisation. Jeff Goldblum, hyper marrant, hyper sympa. Alicia Silverstone, pareil. Jeff aurait dit à Dale qu'il était assez bon en comédie. Et là, Jeremy dit à Jeff, est-ce que tu penses qu'il devrait tenter sa chance à Los Angeles? Et là, Jeff a dit, peu importe où il veut la tenter, s'il a du talent, il peut, pourquoi pas, se démarquer du lot et marcher. Donc, Dale, ayant ça en tête, eh ben, il se lance dans le grand bain. Il prend son sac à dos et il part direction Los Angeles, s'installer chez Jeremy Sisto, qui est en coloc avec un autre type. Et là, déjà, il raconte que à l'aéroport, il est tombé sur un magazine où il y avait Léo en couverture. Il avait donc été nominé aux Oscars pour Jibber Grape et il venait de finir le tournage de Basketball Diaries. Et il s'est dit, tiens, ce jeune acteur, ça fait 2-3 fois que je vois sa tête et tout. Je sais pas pourquoi, je sens qu'un jour je vais le rencontrer et je vais bosser avec lui. Ah bah, ça s'est vite réalisé parce que Jeremy Sisto, il connaissait tout un petit groupe de gars. Enfin, encore une fois, toute cette génération d'acteurs, ils se connaissent tous en fait. Ils ont fréquenté les mêmes soirées. Du coup, ben, il l'a ramené à une soirée et là, quand il arrive, il voit Leonardo DiCaprio. Au début, il se dit non, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est juste un gars qui lui ressemble. Donc il fait pas gaffe. Et là, il y a Tobey Maguire qui vient s'asseoir à côté de lui, qui commence à papoter. Ça se roule de la Marie-Jeanne, voilà. Dans la discussion, va également débarquer Scott Bloom et après Leonardo DiCaprio. Il accroche tout de suite avec Toby, Scott et Léo. Là, maintenant, il a bien remarqué que c'était bien Léo. Tous hyper sympas. Bref, en gros, tout le monde l'adopte tout de suite. Oh, Leonardo, don't you get over? We were not beloved here by the neighbors at all because we partied our asses off. This was good times, man. Donc ils vont commencer à traîner ensemble. Quelques jours plus tard, ils vont aller au cinéma. Apparemment, ils se faisaient beaucoup de sessions cinéma où ils voyaient plusieurs films d'un coup. Donc ils sont allés voir au ciné Life is Sweet
et Naked, ils ont été bluffés par le travail du réalisateur qui justement avait la réputation de laisser improviser en fait ses comédiens. Petite graine dans l'esprit de tous. Bon, malheureusement, Toby s'est fait arrêter à l'aéroport au Texas alors qu'il s'y rendait pour tourner Empire Records. Il avait un sac de Marie-Jeanne sur lui. Après ça, il a été donc en cure de désintox. Puis, il a suivi un programme aux alcooliques anonymes. Et là, un jour, je l'ai noté parce que c'était déjà un premier petit drapeau rouge. Dale rencontre Seth Green, le loup-garou dans Buffy. Moi, je me souviens que de lui par rapport à ça. Et dans la discussion, il l'appelle bro, genre frère. C'est comme ça qu'ils se parlaient tous en fait avec Léo, Toby, etc. Et apparemment la Seth a très mal réagi qu'il l'appelle bro. Il lui dit non mec, tu m'appelles pas frère, je suis pas ton frère. J'aime pas cette façon de parler. Et d'ailleurs je comprends même pas ce que tu fous, pourquoi tu traînes avec surtout Toby et Léo. Dale comprend pas trop, il dit pourquoi tu dis ça, ils sont archi sympas. Il dit ouais non, ces deux-là, principalement, ils ne respectent rien ni personne. Méfie-toi. Bon, Dale s'est pas méfié parce que, encore une fois, ils se voyaient tout le temps, ils faisaient des soirées ensemble et tout, c'était devenu vraiment ses grands potes, quoi. Donc, bon, t'es gentil, mais ok. Et donc, on en arrive au moment où tout ce petit groupe, à force de voir des films ensemble, tout ça, se dit ça serait quand même cool qu'on fasse un film ensemble. Et là, on a Erdi Robb, donc, qui avait écrit un script qui s'appelle, comme je disais tout à l'heure, Last Respects. Et Dale avait auditionné pour ça. Et il avait donc décroché un petit rôle et il voulait donc le monter et il voulait que Léo joue dedans. Sauf qu'à la lecture du script, ça a été une catastrophe. Léo a dit qu'il ne le ferait pas car c'était mauvais. Dale, il était un peu vénère parce que Erdi l'avait pris pour faire un rôle dedans et il avait également commencé à écrire avec lui le script, etc. Du coup, on a David Stuntman qui prend Léo à part dans une pièce et quand ils en ressortent, il dit c'est bon les gars, on a trouvé un autre projet. Donc en fait, David, dans le dos de Erdi, a proposé une autre idée de script. Il s'agissait donc de Saturday Night Club, qui après sera donc Don's Plume. Il y avait un autre type qui était présent qui s'appelle Arctic Glakin, qui avait aussi contribué au projet Last Respects. Lui, il est parti parce qu'en fait, il n'a pas aimé l'idée que David les ait trahis, quoi, que dans une autre pièce, il propose à Léo un autre projet et en gros que Léo préfère ce projet-là au leur. Donc Artie, il a dit salut les gars, moi ce genre de mentalité, ça m'intéresse pas, donc ciao. Donc finalement, c'est Erdi Robb, ce David Stuntman et Dale, tous les trois, qui vont se mettre à l'écriture du projet. Donc un projet expérimental qu'ils veulent filmer en noir et blanc sur une bande de jeunes qui parlent de tout et de rien, les préoccupations des jeunes, de la jeunesse américaine dans les années 90. Voilà. Et dans le livre, Dale l'explique, pourtant c'est lui qui le dit, que Léo, il a supplié tout le monde en fait de tout déchirer avec ce projet, sinon son agent allait le tuer. Concernant Tobey Maguire, Scott Bloom et Kevin Connolly, ils ont accepté aussi, mais Dale, lui, il était moyennement emballé au départ par ce projet. Voilà, il préférait Last Respects, mais comme il allait bosser avec Léo, il a dit oui. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que l'idée première de ce projet, c'était de faire surtout un truc où il y avait Léo dedans. C'est quand même la chose qu'il ne faut pas oublier, quoi. Le Erdi Robb, etc., là, il voulait Léo dedans. Gardez ça à l'esprit parce que je trouve quand même que c'est un truc qu'on a eu tendance à oublier par la suite, mais qui change toute la donne. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut des fonds pour tout ça. Donc, David Stuntman, il voulait obtenir des fonds de la CIA, mais il aurait fallu faire signer un contrat à Leonardo et donc montrer le script. C'est comme ça la procédure, sauf qu'il n'y a pas de script, vu qu'ils veulent les laisser improviser. Et s'ils avaient écrit un script et qu'ils l'auraient présenté à Léo, qui du coup l'aurait présenté à son agent, il y avait de grandes chances que l'agent disent non. Donc afin de contourner tout ça, comme je vous disais tout à l'heure, ils leur ont fait signer un espèce de contrat sous forme de promesse d'implication avec les dates de tournage et ils se sont dit c'est bon, ça fera l'affaire. Et pourquoi il leur fallait absolument ce papier pour info, c'est parce que la CIA, si elle donne des thunes, ils veulent être sûrs que Léo est dedans. Donc il leur fallait justement ce petit bout de contrat. Donc tout le monde signe ce petit contrat et là encore une fois, Dale leur raconte. Ça c'est intéressant que ce soit lui qui raconte parce que c'est... En fait, si vous voulez, quand je lisais le livre, j'avais l'impression d'assister à un accident de voiture au ralenti. Vous voyez ou pas? Tu vois le crash qui va arriver, tu le vois venir à des kilomètres et toi en tant que lecteur, quoi, tu lis le truc et tu dis mais ça va mal finir, ça va mal finir, ça va mal finir. Tu sens d'avance tous les drapeaux rouges, quoi. C'est ça en fait qui est dingue quand t'as le recul, tu vois que ça va mal se terminer. Donc là, en fait, on a Léo dans la scène que Dale décrit qui est sur le point de signer et qui là d'un coup les regarde et qui leur dit qu'il signe mais que son agent devra signer aussi
avant qu'il fasse quoi que ce soit du film. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, Léo n'en parle pas à son agent, mais quand ils auront fini le projet, donc le produit final devra être soumis à l'agent de Léo qui décidera si oui ou non ils peuvent le diffuser. D'accord? Et Toby, là, de son côté, il a dit moi, de toute façon, je me rangerai du côté de Léo, de ce que son agent décidera. Finalement, à l'écriture de ce projet, il va y avoir donc David Stotman, R.D. Robb, Dale et également une certaine Bethany Ashton. On a un autre comédien qui va venir se greffer à tout ça, qui est un pote de Léo, Toby, etc. Il s'agit de Ethan Suplee, qui est un scientologue. On en reparlera plus tard. Il commence à travailler, écrire tout ça, voilà, les personnages, leur passé, etc. Ça prend un petit peu de temps, normal. Et un jour, à une soirée, je l'ai noté parce que je trouvais ça important pour la vidéo que je ferai sur Léo. On a justement Dale qui discutait avec Léo. Et Léo lui disait qu'il était gêné que sa vie soit aussi belle, qu'il avait de la chance, que rien de mal ne lui était jamais arrivé. Ses parents s'étaient séparés quand il était bébé, mais que c'était des gens heureux, qu'ils ne se détestaient pas. Le divorce avait été une bonne chose, donc même les mauvaises choses dans sa vie n'étaient pas mauvaises. Et ça, je vous le dis parce qu'il y en a certains qui pensent que Léo a été abusé par un directeur sur le plateau de Quoi de neuf Docteur, un type qui a fait des trucs louches avec des gamins, mais je pense, je suis peut-être naïve, hein, mais je pense que Léo est passé entre les mailles du filet dans cette histoire. Je pense que le type n'a pas touché Léo. Je pense pas que Léo ait été abusé dans ce milieu. Je pense qu'il a eu de la chance. C'est un ressenti que j'ai toujours eu, mais du coup, en lisant ça, je me dis bah ouais. Après, je dis pas que Léo, s'il est abusé, va le confier à ses potes comme ça. Mais en tout cas, une telle confession, de dire ouais, j'ai de la chance, il ne m'est jamais rien arrivé de grave, etc. Tu n'as pas ce genre de déclaration dans une soirée où tu fumes de la beuh, où t'es comme ça avec tes potes et tout. Tu sors pas ça comme ça si tu le penses pas sincèrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, petite parenthèse, mais retenez-le pour quand on abordera la vie de DiCaprio. Bon, finalement, dans le petit groupe d'écriture, il y a eu un clash. David Stotman s'est avéré inefficace. Il voulait un crédit en tant que producteur et écrivain, mais il faisait pas grand-chose, quoi. C'était surtout R.D., Dale et Bethany qui taffaient. Du coup, ils ont embauché 2 autres personnes, Gary Lowe et Chandler. Là, ils commencent, bon, je vous passe les détails, où ils cherchent un bureau pour bosser, etc. Ils finissent par faire un casting de filles, nanana, et ils embauchent Amber Benson. Sauf que Léo, il va dire, les gars, Amber, ça le fait pas, faut que vous la viriez. Et il voulait pas la virer, mais lui à la place, il préférait Heather McComb. En fait, il trouvait qu'Amber était trop molle, qu'elle était pas intéressante, et il leur a sorti ça 1 semaine avant le début du tournage. Donc les gars étaient vénères, ils lui ont dit écoute, non, on va pas la virer. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que tu vas la virer toi-même, mais sur le tournage. En gros, elle restera dans le film, mais on peut essayer de créer une dispute qui fait qu'elle part avant la fin du film. Et Léo était emballé par l'idée, dit ah ouais, je peux dire tout ce que je veux et tout pour la vénère, quoi, et qu'elle bouge. Oui, fais ce que tu veux du moment que ça suit une trame, que ça arrive pas comme ça d'un coup. Enfin, ouais, encore une fois, c'est de l'impro, donc vas-y. D'accord. Le début du tournage arrive. Nous sommes donc le 29 juillet 1995. Léo est très content quand il arrive sur les lieux, donc au Don's Plum, le fameux restaurant. Il voit qu'il y a des camions de tournage, etc. Il se dit waouh, les mecs, ils ont fait ça bien et tout. Donc il est emballé. Et il commence à tourner, donc comme je vous disais tout à l'heure, 7 prises pour arriver à quelque chose de bien. Et bon, ils ont fait des pauses, et à une pause, il y a Tobey Maguire qui met sur le tapis encore, on avait déjà parlé pendant quelques soirées, et l'argent en fait, on touchera quoi? Et là, R.D., Dale et tout lui expliquent que ils toucheront 1% du back-end, donc c'est-à-dire une fois que le film, sera lancé. Alors pour l'instant, il est question du festival du film de Sundance. Ils visent que les festivals, donc ils leur disent voilà, chaque acteur recevra un pourcentage, donc les garçons et les filles également. Et il y a Léo qui dit écoutez, moi le 1%, j'en veux pas, je vous fais cadeau, répartissez-le à qui vous voulez, je m'en fiche. Et d'ailleurs, Scott, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Bon, Scott, il dit ouais, et là t'as Léo qui sort un billet de $100 et qui lui donne tiens mon pote, voilà, c'est pour ton anniversaire, quoi. Sympa, Scott très content. Le tournage reprend, on arrive donc à l'embrouille entre Léo et Amber. Et là, le plateau a retenu son souffle parce qu'à un moment donné, l'embrouille est bien montée. Et on a Amber qui avait oublié en fait ses sandales sous la table quand elle est partie. Pour ceux qui ont vu le film, à un moment donné, elle part et après elle revient. Mais en fait, quand elle est partie, elle est allée rejoindre R.D.
Et Dale, ils étaient contents de l'embrouille et tout. Il a dit, ouais, j'ai oublié mes sandales par contre. Il dit, bah, va les rechercher. En direct, là, pendant qu'on filme, va les rechercher. Ah bon? Ouais, vas-y, ça va donner un truc en plus. Et en fait, quand elle revient prendre ses sandales, ça repart en cacahuète entre elle et Léo. Et là, sous l'impulsion du truc, elle leur a acheté à lui et du coup à la fille qui est à côté de Léo, elle leur a acheté ses 2 sandales. Et là, Léo, il a attrapé un verre et il l'a acheté également. Mais il l'a pas... Enfin, il l'a acheté vers elle, mais en fait, à ce moment-là, elle sortait du restaurant. Donc le verre s'est écrasé contre la porte. Et là, il y a Dale qui raconte dans son livre qu'il était choqué parce que c'est la première fois qu'il voyait Léo sortir de son personnage et qu'il prenait un tel risque de jeter un verre d'eau sur une collègue alors que elle aurait pu la blesser et qu'avec les bouts de verre, elle aurait pu s'ouvrir les pieds. Perso, moi, j'ai vu la scène. Moi, j'étais pas choquée, perso, mais oui, dit comme ça, effectivement, je ne sais pas. En plus, je crois qu'ils avaient pas de police d'assurance. Enfin bref, c'était vraiment fait à la one again, ce tournage. Donc je me dis, ouais, effectivement, mais c'est vrai que quand on voit la scène, c'est violent, comme elle leur jette ses sandales en pleine tronche. Je sais pas, enfin moi, en tout cas, en voyant le film, ça m'a pas choqué l'histoire du verre. On voit qu'Amber, elle est partie quand il a acheté le verre. Bon, voilà, on va dire, je me suis pas... j'ai pas trouvé que c'était un truc si ouf par rapport à ce que Dale raconte. Mais peut-être que c'est moi que je me rends pas compte, j'étais pas là, j'étais pas présente, donc bref. Toujours est-il que la journée se termine. Tout le monde est content. 2e jour de tournage, Léo s'embrouille avec le boom opérateur, Dave Haddar. Apparemment, le ton est monté et là, devant tout le monde, Léo lui aurait jeté sa cigarette en pleine face au type, sauf qu'il a réussi à esquiver le truc, quoi. Du coup, la clope, elle s'est écrasée je sais pas où, machin, et Dale a encore été choqué de l'attitude de Léo. Le plateau était tendu, mais à la fin de la journée, tout s'était bien passé et Léo a même été voir ce fameux Dave Haddar et on les a vus se faire un check et tout. Enfin voilà, en gros, l'histoire était terminée, quoi. Et donc là, Léo prenait directement une voiture qui l'emmenait à l'aéroport pour aller tourner Roméo plus Juliette. Et déjà, là, je trouve intéressant, parce qu'il faut quand même parler un petit peu de la personnalité de Dale au fil de ce livre. C'est quand même lui qui raconte l'histoire, donc profitons-en. Déjà, on voit qu'il est pas dans le même espace-temps que tout le monde, en fait. On voit que Dale, quand Léo parle de Roméo plus Juliette, qu'il a décroché un rôle dans un film de Baz Luhrmann, Dale dit, c'est une bonne chose, c'est vrai que Ballroom Dancing, c'était un bon film et tout, mais l'histoire de Roméo plus Juliette, version temps moderne, c'est du réchauffé, quoi. Donc il comprenait pas pourquoi Léo faisait ce film. Et je trouve que c'est très révélateur, justement, de l'état d'esprit de Dale, parce qu'on voit que lui, c'est un petit peu un genre de puriste, en fait. Tout le long du livre, en fait, il parle d'art créatif, de justement ce truc d'improviser, de prendre des scènes brutes comme ça. Même si, encore une fois, voilà, tout ce projet-là, ils sont très contents, ils sont emballés. Mais je trouve qu'il faut pas perdre de vue non plus que Léo, là, il est dans une optique où il a tourné avec Robert De Niro, Blessure secrète. Là, pendant qu'ils sont potes et tout, il est parti également tourner Simple secret avec encore De Niro et Meryl Streep. Il a bouclé Basketball Diaries. Il a été nominé aux Oscars pour Jibber Grape. Donc, il en a quand même sous le talon, sous la semelle, comme on dit. Donc, il n'est pas dans le même état d'esprit. Je pense que Léo, là, il était vraiment dans une dynamique où il faut que ma carrière décolle. Là, je fais des films, ok, ils sont cool, mais c'est pas un succès au box-office, c'est pas, l'Oscar, c'était cool la nomination. Mais il était vraiment dans un moment de sa vie où il voulait le film qui allait en gros exploser, parce que Dale en parle que quand Basketball Diaries est sorti, il a fait un bid dans les salles et Léo était vachement déçu. Et d'ailleurs aussi, chose intéressante, c'est que Dale lui dit, mais comment t'as fait pour incarner un junkie alors que Léo prend pas de substance, enfin juste il fume de la Marie-Jeanne, quoi. Et lui dit, j'ai beaucoup traîné avec l'homme dont est inspiré le film. Et Dale... un peu hors sol, je vous dis, ce type-là. Il dit, moi, quand j'ai voulu écrire, je sais plus ce qu'il faisait parallèlement, parce que des fois, Dale, il parle dans tellement d'histoires que je me perdais un petit peu dans son récit. Lui, pour écrire un truc sur un héroïnomane, il a testé l'héros. Et là, t'as Léo et Toby qui ont dit, mais t'es dingue. Enfin, tu touches pas à ça, quoi. Mais jamais de la vie, quoi. Tous ces trucs-là, n'y pense même pas, quoi. N'en prends pas. Et en fait, tout le long du livre, on voit Dale qui fait des soirées où il prend des champis, où il prend des extas, où l'héros, en fait, il la fume. Alors, il faisait ça de temps en temps avec Scott Bloom. Il est perché, quand même, Dale. On voit qu'il a un côté perché. Il fait une petite apparition dans le film où il est justement avec Ethan Suplee, il joue deux sans-abri. Et voilà, si vous vous demandiez, c'est lui qui est torse nu, etc. Pour vous dire un petit peu le type, comme moi je le voyais au fil du bouquin, je me dis, ouais, il est pas
vraiment dans la même sphère, même si c'est pas... il prenait pas de l'héros tout le temps. Mais il y a quand même un truc qui m'a choqué, c'est que lors du 3e jour de tournage, donc comme je vous dis, Léo n'est plus là. Et là, il tournait les scènes de confessionnal, là, dans la salle de bain du bar, dans les toilettes, du bar. Et ils essayaient de pousser une actrice à révéler pleinement son potentiel, son côté torturé, etc. Donc il s'agit de Jenny. Elle dit ok, c'est bon, j'ai compris ce que vous voulez. Donc elle se lance dans un monologue et à un moment donné, elle sort un papier, elle roule le truc et en fait, elle fume de l'héros. Et Dale raconte qu'à ce moment-là, donc les caméras tournaient, il a regardé Hardy, genre on coupe, on peut pas la laisser faire ça et on peut pas filmer ça, on peut pas la filmer stone. Et là, Hardy a dit chut. On continue de tourner. Et Dale a lâché l'affaire. Moi, ça me choque personnellement parce que du coup, la scène qu'on voit dans le film, la nana est vraiment en train de se fumer de l'héros. Alors, je trouve pas ça du tout normal qu'ils aient gardé cette scène. Déjà, donc... Dale, on voit que même s'il était pas chaud, quelque part, il a cautionné de laisser cette scène-là dans le film. Je vous plante des graines là, de choses qui m'ont gênée parce que du coup, vous comprendrez peut-être un peu mieux mon analyse de fin, mon avis final sur toute cette histoire. Donc, c'est bouclé. 2-3 jours plus tard, Dale et Hardy reçoivent un coup de téléphone de Léo, qui est au Mexique. Et en fait, la veille, ils avaient tous fait une soirée. Et donc là, Léo leur dit au téléphone, mon petit doigt m'a dit que hier soir, à une soirée, vous avez discuté, machin nana. Et apparemment, il serait question de faire de Dance Plume un long métrage. Et là, Hardy et Dale lui auraient dit au téléphone qu'ils n'en savaient rien, mais que oui, effectivement, ils se rendent compte qu'ils ont 30 heures de bande. Donc, il y a matière, quoi. Mais pour l'instant, ils en savent rien, quoi. C'est pas encore clair dans leur esprit ce qu'ils vont faire de Dance Plume. Et là, encore une fois, c'est Dale qui raconte l'histoire. Léo leur aurait dit qu'il avait accepté de faire le film parce que ça devait être pour Showtime, j'imagine que c'est une chaîne de télé, ou un court-métrage présenté à un festival, pas un long-métrage. Et il leur a même dit, les gars, vous pouvez pas en faire un long-métrage parce qu'on ne fait pas un long-métrage en 3 jours. Ça n'existe pas, ça. Donc il leur a dit, écoutez les gars, éditez-le, faites le montage, etc. Ok, mais mes agents devront le voir et signer leur accord avant d'en faire quoi que ce soit. Je le répète parce que lui aussi donc leur a répété. Et là il y a Hardy qui lui aurait répondu, écoute Léo, nous mets pas la pression, t'inquiète, on fait tout notre possible pour que le produit final te plaise. Léo a dit ok, on verra. Et là il y a Dale qui raconte dans son livre que la post-prod allait coûter une fortune parce qu'ils n'ont pas les moyens. Là en fait tous les pesos qu'ils ont eu c'était pour le tournage, tout ça. Mais maintenant il faut la post-production. Donc tout le montage, tout ça, ils n'ont pas l'argent. Mais après que lui et Hardy aient visionné les rushs, ils ont su qu'ils regardaient la meilleure opportunité de leur vie. Je trouve que ça aussi, il faut pas l'oublier quand même. Et là donc on arrive à Noël 1995. Léo est rentré, ils font un Noël entre amis. Il y a une fille dans la soirée qui va voir Dale qui est en train de fumer sur le balcon. Elle lui dit il y a Léo et une certaine Emily Foster dans ta chambre. Alors, comme le précise Dale au début de son livre, Emily Foster, c'est pas le vrai nom de l'actrice, mais il ne veut pas dire son nom parce qu'elle-même ne veut pas qu'on la relie à cette histoire. Mais apparemment, c'était une actrice très connue à cette époque-là, qui jouait dans une série très connue, je ne sais pas de qui il parle. Toujours est-il que cette fille-là avait grave des vues sur Léo, mais Léo s'en foutait. Léo l'aimait bien en copine, mais elle était dingue de lui. Donc là, cette fille dit à Dale, ouais, il y a Léo et Emily Foster en train de faire des trucs dans ta chambre, va voir s'il te plaît. Donc il se pointe, et en fait, la porte était entrouverte, donc il y avait du monde qui était devant la porte en train de regarder ce qui se passait. Et en fait, il a vu Léo en train de murmurer des choses à l'oreille de cette Emily qui était allongée sur le lit, à poil, en train de se toucher, les parties intimes. Et en fait, plus Léo lui parlait, et plus elle se faisait du bien, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans un coin de la pièce, il y avait Ethan Suplee en train de filmer la scène. Et là, encore une fois, Dale, t'es gentil, mais il dit que la scène l'a choqué, que c'était pas cool que Léo fasse ça. Il la touchait pas, Léo, juste il parlait à son oreille, et voilà. Et il se demandait si du coup elle était au courant que Ethan était dans un coin de la chambre en train de les filmer, quoi. Bon, ça je ne sais pas. Mais il a dit qu'il était choqué de la scène et qu'il voulait intervenir, mais qu'il n'osait pas aller contre Léo parce qu'il avait peur que si en gros il énervait Léo, que ce dernier leur mette des bâtons dans les roues pour le film. Donc déjà là, si vous voulez, pour moi il y a aussi un red flag sur Dale, c'est que ça fait 2 fois, gars, que tu passes au-dessus de quelque chose qui te semble grave, mais que finalement tu fermes ta bouche parce que tu veux que ton film y sorte. Donc vous voyez, moi c'est des petits détails comme ça qui m'ont dit ouais, Dale, toi non plus t'es pas si blanc-bleu non plus dans l'histoire. Bref, poursuivons.
il n'a rien dit. On arrive au jour de l'an. Là encore une fois, il voit une scène qui ne lui plaît pas. Ils sont à une soirée en extérieur cette fois-ci, dans une boîte, tout ça. Et il aperçoit Léo en train de parler à l'actrice Bijou Phillips. Donc ils sont tous les deux au bar. Dale est un petit peu plus loin. Et il voit que Léo parle à l'oreille de Bijou. Ils sont en train de rigoler. Et au moment où il dit un truc, Bijou le regarde, elle se lève, elle se dirige vers la piste de danse où Erdi est en train de danser. Et là, elle avance vers lui. Donc il croit qu'elle veut danser avec lui. Et elle lui crache à la figure. Donc là, Dale, c'est vénère. Il a dit, mais t'es qui toi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu craches sur mon pote et tout machin? Donc ça a créé une petite embrouille. Il y a Kevin Connolly, c'est lui qui conduisait tout ce beau monde. C'était le type qui buvait pas ce soir-là pour amener tout le monde à la maison sain et sauf. Donc il était dans la voiture. Dale était en train d'embrouiller Bijou. Et Kevin a dit, bon écoute, c'est bon, lâche l'affaire. Elle voulait pas dire en fait ce que Léo lui avait dit à l'oreille. Pourquoi elle avait fait ça? Certainement c'était un pari débile. Et voilà quoi, elle l'a fait. Mais pour Dale, c'était un red flag sur Léo. Bon, toujours est-il que suite à ça, Dale a parlé à Jerry Meadors, le producteur donc du film, de l'incident de Noël en fait, qu'il a vu donc Léo avec cette actrice et qu'il y avait Ethan en train de filmer la scène. Et Jerry a dit, c'est pas très bon que ce soit Ethan qui ait filmé cette scène parce que Ethan est scientologue. Donc peut-être qu'il voulait un moyen de pression sur cette fameuse Emily. On ne sait pas qui c'est vraiment. Voilà, donc on n'en sait pas plus. L'histoire s'arrête là. On ne sait pas ce qu'Ethan a voulu faire de cette vidéo. Enfin, on apprendra plus tard que cette vidéo-là, il l'a détruite soi-disant. Bon, en tous les cas, voilà, c'est la seule fois où on a parlé de scientologie dans le bouquin. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec cette vidéo ? On ne sait pas. Ensuite, il raconte une autre anecdote où ils sont allés voir Peur Primale avec Edward Norton et Richard Gere. Et ils ont dit que le film était génial, donc ils étaient avec Léo et compagnie, tout ça. Et ils ont dit que, Dale a dit, à mon avis, Edward Norton va avoir l'Oscar pour ce rôle. Et là, il raconte que DiCaprio était vénère parce qu'il avait justement refusé ce rôle. Parce qu'il ne voulait pas travailler avec Richard Gere. Et pourquoi il voulait pas travailler avec lui? Parce qu'apparemment, il y avait des rumeurs autour de lui. Alors, je ne sais pas de quoi il parle. Dale, tu balances ça, t'aurais pu quand même raconter l'histoire parce qu'il ne raconte pas non plus c'est quoi les rumeurs. Et lors de cette discussion, il y a également Toby qui ramène encore une fois sa fraise. Il veut absolument voir le film Don't Plume. Il veut le voir avec son agent parce que là, il s'apprête à partir pour tourner un film à New York et il part plusieurs mois. Erdi et Dale, ça les arrangeait pas trop qu'ils voient pas le produit fini. S'il dit non, ça va pas, ça j'aime pas, machin, bon bref, en gros, ils vont devoir se prendre la tête à essayer de refaire du montage et tout, voilà, c'est pas bon quoi pour le processus créatif de travail, etc. Mais ils ont quand même accepté de lui faire une projo, d'après ce qu'il raconte Dale, lui et son agent Eric Kranzler, tous les deux, ils ont dit qu'ils ont adoré. Sauf que quelques heures après, ils sont tous entre potes, encore à une soirée, et il y a Scott Bloom qui vient voir Dale et Erdi et qui leur rapporte que Eric, donc l'agent de Toby, avait détesté le film et qu'il avait dit à Toby qu'il fallait absolument le stopper. Dale et Erdi n'ont pas compris parce qu'on dit mais attends, tout à l'heure ils nous ont dit que c'était bon, donc pourquoi? Du coup, Dale est allé confronter Toby qui lui a dit que c'était pas vrai. Scott avait déformé ses propos, il n'avait pas dit ça. Encore un drapeau rouge. Autre anecdote où ça va péter, c'est qu'un jour, il y a Erdi, Dale, Kevin Connolly, ils sont en train de manger, mais il n'y a pas Toby et il n'y a pas Léo. Ils sont en train de manger un bout ensemble et là, Erdi, il dit qu'il doit se dépêcher parce qu'il faut qu'il aille déposer le papier qu'il a là, donc il a une enveloppe, il faut qu'il aille le déposer chez le notaire. Et là, Kevin lui dit qu'est-ce que c'est et tout, il dit c'est un truc sur des droits d'auteur du film quoi, en gros, c'est pour... ils sont obligés en fait, ils ont créé un film, il faut aller déposer le projet quoi, donc pour ça, ça se fait chez un notaire. Et là, il y a Kevin qui le prend pas bien, qui dit mais pourquoi tu nous en parles pas de ce que tu fais réellement? C'est bizarre quand même, pourquoi tu vas montrer un contrat? Et il y a Erdi qui explique non, c'est pas un contrat, c'est juste un papier administratif. En fait, c'est des trucs relous à faire, mais on est obligé d'aller déclarer le film auprès d'un notaire pour que, voilà quoi, question de droit d'auteur. Du coup, ça va créer une embrouille parce que ce Kevin va aller baver auprès de Léo en disant que Erdi et Dale font des trucs bizarres dans leur dos et qui veulent trahir Léo. Alors, comme je vous dis, là, ça monte, ça part dans tous les sens. Donc, le Kevin, en fait, s'est monté la tête tout seul parce qu'il a vu un papier, que ça concernait le film. Mais pourquoi, en fait, la mayonnaise, elle monte? Parce que, ils font tout ça dans leur coin, en fait. Erdi, Dale, etc. Ils tiennent pas au courant les acteurs de ce qu'ils font. Donc pour Kevin, ils sont en train de faire des trucs bizarres et ils veulent trahir Léo. Bon voilà, ça commence un peu à s'échauffer dans le petit groupe. Et là on en arrive donc à avril 96. Léo se voit proposer 2 films, Boogie Nights et Titanic. Il est pas
trop fan du script de Titanic, mais en même temps, Boogie Nights, donc c'est le film qui l'intéresse le plus, c'est un petit film en fait, et il en a marre de faire des petits films. Il aimerait là faire un plus gros film, quoi, vraiment un coup de boost dans sa carrière. Et d'ailleurs, il y a Dale qui lui conseille de faire ce qu'il a vraiment envie de faire. Et Léo, là, ce qu'il veut faire le plus entre les deux, c'est Boogie Nights. Sauf que finalement, quelques jours plus tard, les garçons vont apprendre que Léo a accepté de prendre le rôle de Jack dans Titanic. Et là, bien fait d'ailleurs. Suite à ça, le montage de Don Sploom est bouclé. Du coup, on a Jerry, le producteur, qui veut donc faire une projection, comme je vous disais tout à l'heure, et il veut donc inviter des investisseurs. Et cette projection-là, c'est également une projection pour Léo. Mais Jerry veut faire d'une pierre deux coups. Il veut louer une salle pour que toute l'équipe du film vienne voir, parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a que Toby qui l'a vu. Donc là, il veut inviter tous les acteurs, toute l'équipe, tous ceux qui ont bossé en fait sur le film. Et il veut profiter donc de cette projection pour inviter des investisseurs pour acheter le film. Et pour cela, pour que les investisseurs soient au courant de cette projo, eh bien, il veut publier un papier dans Variety. Et là, tout de suite, Hardy, il est pas chaud. Il dit non, je le sens pas. On n'a pas l'aval de Léo. En fait, là, ça va être publié dans la presse. Je le sens pas. Et qu'est-ce qu'il avait raison? Et il y a Dale qui dit moi, je suis sûre que Léo n'y verra pas d'inconvénient parce que le film, il est génial. Donc, forcément, dès qu'il le verra, en fait, ça passera crème et il sera content. Bon, ok. De toute façon, Jerry leur dit que Léo... il n'a pas vraiment son mot à dire, quoi. C'est pas le seul qui a bossé sur le film. Ils ont tous mis des thunes. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste, quoi. Le film, il a coûté de l'argent, donc Léo, t'es bien gentil. Mais quoi qu'il arrive, si un jour, il veut leur mettre des bâtons dans les roues, eux aussi, ils peuvent avoir leur mot à dire dans la presse. At least Leo will know we have a voice in the press. It doesn't sound like something I say. I already knew I had the press. You know, the press has always written about everything I've done. I'm not saying I didn't say it, but I am saying I don't remember saying it. Léo confirme sa venue le 21 juin. Donc il est en train de tourner Titanic, mais il dit qu'il sera là le 21 juin au MGM pour la projection. Mais finalement, il va annuler parce qu'il a l'anniversaire de Juliette Lewis et qu'il va absolument y aller. Ça se passe à Las Vegas et là, tout le monde est en sueur parce que le papier dans Variety n'est pas encore sorti. Mais tout est bouclé, la projo elle est programmée, quoi. Donc tu nous annules pas comme ça quelques jours avant, c'est pas possible. Donc il décide de maintenir la projection et Variety sort le papier le jour même de la projo. Et là tout de suite Léo, il les appelle, il leur laisse un message bien vénère sur leur répondeur en disant qu'il viendrait le soir même à la projo. Donc il arrive le soir très tendu, il est pas du tout content. Et au final, une fois que le film est diffusé, il est mort de rire sur certaines scènes, il saute même de son siège, il est tout foufou, il est content, mais il leur rappelle qu'il doit d'abord le montrer à ses agents. Donc les agents ne sont pas là. Donc une autre projection a lieu avec eux, ils donnent leur accord, ils parlent même du coup de le projeter au festival de Sundance, et ils reçoivent même une offre de Miramax. Et là, c'est le drame. On a Tobey Maguire qui se pointe chez Hardy et Dale. Il y a Ethan Suplee qui est là. Et psychopathe, Toby, d'après ce qu'il raconte Dale. Il raconte que Toby donc s'est pointé chez eux pour leur cuisiner des macaronis au fromage et que là d'un coup il commence à péter un plomb. Il veut que Don Sploom brûle. Les garçons sont choqués, ils essayent de le raisonner. Bon, il se fait tard, donc Hardy décide d'aller se coucher. Ethan s'en va, mais Dale il se dit ouais je le sens pas là, Toby a l'air un petit peu trop énervé, il va nous foutre des bâtons dans les roues, donc moi je vais rester avec lui pour le calmer. Il aurait dû aller se coucher. Du coup, Toby lui dit viens, on va chez moi. Et à ce moment-là, apparemment, il était en colocation avec un certain Bob Villard, qui était une personne assez controversée. C'était un manager de talent et un publiciste pour enfants acteurs qui avait été accusé d'avoir fait des trucs un peu bizarres avec des mineurs, quoi. Mais apparemment, ça dérangeait pas Toby. Donc, il s'est retrouvé chez lui et là, il explique qu'en fait, il a été harcelé par Toby toute la nuit. Dale était claqué, ça faisait 2 jours qu'il n'avait pas dormi. Et en fait, à chaque fois qu'il était en train de s'endormir, Toby le réveillait en lui disant « Raconte-moi la vérité, je veux savoir ce que tu me caches ». Sauf que Dale avait absolument rien à cacher. Donc il dit « Mais il n'y a rien en fait ». Il dit « Si, je suis sûre que tu me caches quelque chose, tu me dis pas la vérité, sors ça, expulse-le de toi, ça te fera du bien, je suis ton ami, je veux que ton bien ». Enfin, vraiment un discours de psychopathe, quoi.
Et Dale lui disait, mais non, on n'a rien caché, il n'y a rien à dire, il n'y a rien de mauvais. Il dit, si, dis-moi la pire chose qui se soit passée lors du tournage et pendant la post-prod et tout. Dis-moi vraiment un truc moche qui a pu se passer. Je suis sûre qu'il y a un truc moche qui s'est passé. Tu me dis pas toute la vérité. Et là, Dale, il dit, mais j'ai... En hallucination totale, quoi. Le mec, il était claqué, il n'avait pas dormi. L'autre, il lui prend la tête sur quelque chose qui n'existe pas. Et en fait, tellement que Dale était désemparé, il comprenait pas son comportement. Il avait l'air d'un fou, cette nuit-là. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux lui raconter? Il y a rien, quoi. Donc, limite, il avait envie de lui dire quelque chose pour qu'il le lâche. Et Dale a fini par balancer. Il a dit, limite, je sais pas, peut-être l'histoire du papier chez Variety où Jerry nous a dit que de toute façon si Léo était pas content ça lui montrerait que nous aussi on avait quand même un pouvoir avec la presse. Et là c'était le truc que Toby attendait, le moindre truc en fait pour foutre le bordel, et il s'est emporté. Il a dit, ouais, je savais que tu voulais trahir Léo, vous vouliez tous trahir Léo et tout. Et Dale lui dit, non mais t'as pas compris en fait, c'était juste une supposition à savoir si jamais Léo vraiment il pétait les plombs ou je sais pas quoi, mais voilà, non, Jerry, il a juste dit ça comme ça, c'était juste une pensée vague, mais il le pensait pas vraiment et tout. Et Toby n'a pas lâché l'affaire. Il a dit, non, c'est très grave ce que tu viens de dire, il faut que j'en parle à Léo. Be honest, be a man, he would say. Be a man and tell the truth, Dale. So I'm like, all right, fine, I'll tell you the worst thing. I heard Jerry Meadors say, after Leo got so pissed off about the Variety article, I heard Jerry Meadors say that at least Leo will know we have a voice in the press. And holy he exploded. Toby lost his mind. You're gonna pit the press against Leo? You would do that to your own friend? No, Toby. Nobody. Never. That would never happen. What are you talking about? I told you that's what Jerry said. Jerry didn't even mean it. What are you doing? Why are you tearing apart this movie? I'm going to Leo. I'm going to the guys. We are putting this out. Don't do it. Please don't. But that was it, man. I gave Toby everything he needed. Du coup, là, Dale était au bout de sa vie. And I agree he went, from everything you're saying, he went diabolical in the way he did it. Yeah. But if Toby had just come to you honestly and said, listen, man, this isn't good for me right now, I want to shelve this film, is that something you would have done? Nope. I sure wouldn't have. No way. When an independent filmmaker hires a bad actor, and that bad actor performs for that independent filmmaker must live with that bad performance. The only person I needed to honor in that situation was the agreement I made with Leo, which is that we wouldn't make a movie that embarrassed him. So it was really up to him to approve the film. And if he didn't approve the film, then we weren't going to put the film out. Donc, il se voit le soir chez Kevin Connolly. Donc, il y avait Kevin, Scott Bloom, Ethan Suplee, Tobey Maguire, R.D. Robb, Dale et DiCaprio. Donc, il se pointe chez Kevin. Tobey annonce, vas-y Dale, raconte-leur ce que tu m'as raconté. Et là, R.D. devient blanc. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il leur a raconté? Il n'y a rien, tout va très bien. On a une proposition de Miramax et tout, c'est génial. Léo, tu nous as tous dit que c'était bon et tout. Et bref, Toby dit, non, il a menti. Enfin, apparemment, il a encore répété les plombs. Il a dit, Dale, raconte-leur ce que tu m'as dit. Et là, Dale, il dit, j'ai rien dit de mal, en fait. J'ai juste dit que par rapport au papier de Variety, Jerry, nanana. Et là, Léo s'est vénère. Il s'est levé. Il a dit, comment ça? Vous voulez me détruire auprès de la presse? Léo n'aime pas la presse. Il n'aime pas les journalistes. On assiste à une embrouille où personne ne s'écoute, où tout le monde écoute ce qu'il a envie d'entendre. Et en fait, quand on lit la scène, on voit clairement que c'est Toby qui a complètement retourné la tête de Léo, que Léo croit Toby et pas Dale, ni R.D. Et là, même R.D. d'ailleurs qui regarde mal Dale et qui dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Et là, Dale est désespéré parce qu'il se dit, ouais, j'ai ouvert ma bouche, j'aurais pas dû, mais Toby m'a poussé à bout. Encore une fois, j'avais pas dormi depuis 2 jours. Et là, ça part en cacahuète. Donc, il y a Léo qui dit, toi et toi, je veux plus vous voir. Donc, en parlant de R.D. Et Dale, vous avez voulu me la mettre à l'envers alors que ma carrière commence à décoller. Vous avez voulu la jouer comme ça alors que j'étais sympa jusqu'à maintenant. Puisque c'est comme ça, le film ne sortira jamais. Je connais tout le monde à Hollywood. Je vais vous détruire. Votre carrière, elle est foutue. Sur ce, il est parti. Et tous les autres petits bouffons de la cour du roi ont abdiqué au roi Léo. On veut plus vous voir
partez, nanana. Donc, après, ça s'est fini que, bon, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des procédures, voilà, c'est parti en justice, tout ça. Ils ont fini par trouver un terrain d'entente. Toby s'est énervé pendant les négociations. Dale raconte même que Léo caressait la cuisse de Toby pour le calmer, comme si, genre, c'était des amants, je sais pas quoi. Ils avaient un deal de 3 millions de dollars avec le Japon, sauf que le deal est tombé à l'eau et ça a tout planté parce que David Stockman a fait n'importe quoi, encore celui-là. C'était pas un vrai contrat, c'est juste une promesse qu'il gardait les droits pour le Japon à 175 000 $, un truc comme ça. Et le Japon s'en est souvenu. Quand ils ont voulu vendre à une autre maison là, de production le projet à 3 millions, il y a une autre maison de prod qui a dit « Ah mais non, nous on a ce mail avec David qui dit qu'il nous cédera les droits à 175 000 $. Oui, mais c'est pas un vrai contrat. Ouais, mais c'est une promesse. Du coup, voilà, ils l'ont eu dans l'os. Le contrat de 3 millions de $, c'était fini. Du coup, le film a perdu de sa valeur quand on a appris qu'il avait été vendu si peu au Japon. Il a quand même été présenté au Festival de Berlin, etc. En Europe, il y a eu quelques événements. Mais par la suite, voilà, Dale raconte que quand même des fois il croisait Léo disait « Ah, ça c'est le type qui a voulu m'entuber, faut jamais bosser avec lui, etc. » Et après, comme je vous dis, voilà, la suite, même 20 ans plus tard, il avait voulu soumettre un projet d'écriture à un producteur, sauf que le producteur a reconnu son nom et il a dit « Je suis désolé, mais je peux pas financer votre projet parce que Léo... » Bon, c'était long, hein. Je vous ai vraiment raconté en détail toute l'histoire. Maintenant, mon avis. Alors, quand j'ai lu le bouquin, comme je vous dis, hein, j'ai eu l'impression de voir un accident de voiture au ralenti parce qu'il y avait tout pour que ça capote. Dale, il est mignon, il est gentil, je comprends très bien hein, sa détresse. Je comprends très bien que Léo lui a brisé sa vie. Je vais nuancer quand même. Léo est devenu Léo parce que donc juste après cette histoire, Titanic est sorti. Dale raconte que c'était un cauchemar parce qu'il voyait sa tronche à Léo de partout et que bon voilà, il est devenu tellement célèbre, tellement puissant que bon, il pouvait rien faire contre lui quoi. Alors ça montre vraiment le côté dégueulasse en fait d'Hollywood, de toute cette histoire, à savoir donc le poids d'un acteur une fois qu'il a percer, comment il peut détruire des carrières. Ça, je l'entends très bien et je le cautionne pas du tout. Mais quand on regarde toute l'histoire de Dale, il y a quand même des moments où j'avais envie de le secouer dans le bouquin. Je me disais, mais gars, tu vois pas que tu vas dans le mur? Déjà, je comprends pas que le type, il ait lâché son taf pour bosser sur un projet tel que Don's Plum, qui franchement, excusez-moi, hein, ça a plu à certains. Enfin, Dale le vend comme un chef-d'œuvre dans son livre, quoi. Pour lui, il a fait un film qui est waouh. Oh, je l'ai vu, franchement, j'ai pas du tout aimé. Je trouve que ce film ne valait pas du tout ce qui s'est passé. Wanted no part in bringing a lawsuit or even trying to make this a feature film because it had become clear that this is not what the actors wanted. I moved on with my life. Et Dale aurait tellement dû lâcher l'affaire depuis longtemps. Enfin, franchement, cette histoire, elle est ahurissante à bien des égards parce que déjà vouloir faire un film parce qu'il y a Léo dedans, c'était le maître mot, hein. Ils veulent faire un film avec Léo. Donc c'est Léo qui aura le dernier mot sur tout. Je trouve qu'ils ont mis trop de thunes d'entrée de jeu. Pour un projet dont on sait depuis le départ que si Léo ne cautionne pas, il se passera rien. Donc déjà, si tu sais que ton projet, pour qu'il soit finalement visionné, il dépend de l'avis d'un mec, et que toi, t'es un débutant et que tu n'as rien, enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais tu mets pas autant de thunes, quoi. Tu t'essayes de faire un truc classe avec les moyens du bord. Tu t'investis pas autant, sachant que t'as un gars qui va te dire bah oui ou non. Bah moi en tout cas depuis le départ pour moi ça aurait été très clair, hein. Je me serais dit ok bah si ça lui plaît pas ça se trouve c'est foutu, donc non seulement je garde mon boulot en télémarketing et en plus de ça ouais je bosse là-dessus à côté quoi. Donc déjà je pense que d'entrée de jeu les gars se sont enflammés, Hardy et Dale, ils ont trop mis tout leur cœur là-dedans alors qu'il y avait aucune garantie qu'un jour le film serait visionné. Voilà. Et deuxièmement, je suis pas très à l'aise, même si Dale dit que le film lui tenait à cœur, etc., qu'il fallait que les gens le voient, mais maintenant il faut que les gens le voient, mais ça n'a rien à voir avec Léo. Les gars, j'ai du mal à y croire. Enfin, déjà à la base, il voulait que ça soit Léo dans le film absolument, avant qu'il soit connu. Vous n'allez pas me faire croire que quand Léo a fait Roméo et Juliette, plus Titanic, avec tout l'engouement qu'il y a eu autour de lui à DiCaprio Mania, quoi, truc de ouf, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas encore plus bataillé pour que le film soit vu. Parce que là, tout le monde aurait voulu voir un film de DiCaprio. Donc dire que non, on s'en fout, c'est juste pour la beauté de l'œuvre. Ah, franchement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Après, il y a autre chose aussi qui me fait un peu tiquer avec Dale, c'est que, ok, comme il dit, il a été blacklisté. Voilà, même 20 ans plus tard, il pouvait pas. Même quand il a créé son blog, la vidéo du film a été retirée parce que Léo a tout détruit, etc., etc. Mais le film a marché. Enfin, il a marché.
Il n'a pas été acheté très cher, mais il a été diffusé au Japon. Il a été diffusé partout en Europe, en Italie. Il a fait plein de festivals. Donc, je me dis, mais si vraiment ton kiff dans ta vie, comme tu le dis, c'est de créer des films, mais que t'es grillé à Hollywood, pourquoi t'es pas allé en Europe faire carrière là-bas? Enfin, vous voyez, ça que je comprends pas, c'est que Dale, il dit qu'il a perdu sa femme. Oui, parce qu'aussi, il explique qu'un jour, il a entendu qu'il y avait le service de l'immigration qui était derrière lui et que ça venait peut-être de Léo. Il n'a pas de preuves là-dessus, mais du coup, comme il a eu peur de se faire exclure des États-Unis vu qu'il est canadien et qu'il était là illégalement sur le territoire, je sais pas quoi, bah du coup, il s'est marié avec sa copine à Las Vegas, mais il dit qu'il n'a pas savouré son mariage parce qu'il a eu l'impression de le faire pour pas se faire têche des États-Unis, quoi. Bah, je sais pas, si tu savais que là, il y avait rien pour toi, pourquoi tu retournes pas au Canada? Enfin, je comprends pas trop ça non plus, c'est bizarre, bref. Finalement, après, il dit qu'il a divorcé parce que toutes ces histoires-là, ça a trop mis son couple à mal parce qu'il a fait une dépression, etc. Après, il a retrouvé l'amour et cette femme-là l'a grave aidé, c'était une barmaid. Elle connaissait beaucoup de monde à Hollywood et c'est elle donc qui l'a aidé à rentrer en contact avec un producteur pour un nouveau truc qu'il écrivait. Mais ce producteur lui a dit que bah non, parce que Léo est trop puissant donc il peut pas le financer. Gars, l'histoire elle date de 95, on est en 2024. Je comprends pas qu'il ait pas encore tourné la page. Vraiment, hein, parce que quand on l'écoute même là en interview, il est très gentil, il est très sympa, il fait de la peine. Hein. Franchement là-dessus, je dis pas le contraire. Mais gars, passe à autre chose. Alors je sais qu'on va me dire ouais mais attends, il lui a ruiné sa vie, ils lui ont ruiné sa vie, Toby et Léo pardon. Donc non, le mec ça passe pas. Encore une fois, il pouvait aller travailler en Europe, il pouvait aller travailler dans n'importe quel autre pays. C'est quoi le problème de t'expatrier? Pourquoi il veut absolument rester à Los Angeles et ne pas se remettre de ce film qui franchement, comme je vous dis, ne mérite pas tout ce tapage. Le film, je l'ai vu, donc je fais ma critique. On s'ennuie. C'est une bande de gamins vulgaires qui parlent de tout et de rien, et moi, ça m'apporte rien du tout, quoi. C'est même pas divertissant, je trouve. Après, c'est que moi. Léo, son rôle dedans, c'est un personnage, comme certains ont dit, ça aurait pu détruire sa carrière. Mais Léo s'en foutait, en fait. C'est pas lui le problème. Le problème, c'est Toby. De toute façon, Toby, lui, j'ai entendu beaucoup de mal de lui depuis longtemps. Léo, je vous avoue que j'ai pas souvent entendu du mal de lui. Alors, c'est un gros climato-hypocrite, ça j'en doute pas du tout. Je pense que voilà, il y a plein de trucs, des casseroles lui aussi. L'histoire d'Idiot, on en reparlera. Et on va pas tout mélanger, quoi. Mettons ça de côté. Mais là, en l'occurrence, je sais pas combien de fois dans le livre, le gars répète « Je ne veux pas que ça soit un long métrage ». Et quand finalement il dit « Allez, ok », mais que Toby, lui, « Non, ma carrière », enfin on voit qu'il est en sueur, Léo défend son pote. Mais quand en plus il apprend la connerie que Dale a sortie, on aurait eu voix de presse, on pouvait en gros faire des dingueries dans la presse contre Léo, bah ouais, le mec il pète un plomb. C'est une menace. Là t'es un jeune acteur qui est en train de... d'un coup tu boomes, t'as bossé depuis que t'es gamin là-dessus, parce que Léo, ça faisait longtemps qu'il travaillait sur sa carrière. Effectivement, là, tu peux te dire, mais c'est pas toi, mon grand, qui vient de débarquer, qui va tout foutre en l'air mon boulot. Sans ça, où je vous dis que je suis archi mitigée, quoi. Et franchement, ça aurait pu être évité. L'article dans Variety, Dale aurait pas dû donner son accord. Il aurait dû écouter Erdy, qui était pas chaud, qui le sentait pas. Il avait raison. Ils auraient dû plus communiquer avec les garçons, les acteurs, sur l'avancée des projets. Après, ils ont été mal conseillés, hein. Ok. Mais si tu t'attaches autant au fait, comme le dit Dale, que c'était un projet entre potes, alors respecte ce principe de base jusqu'au bout. C'est un projet entre potes, donc tu en parles à tes potes. Step by step, tu leur dis tout. Et je suis désolée, mais le coup de voir Léo avec la nana, là, et le Ethan qui filme, tu ne dis rien parce que tu veux pas énerver Léo pour ton film. T'as une actrice qui se shoot en direct, tu gardes l'image dans le film parce que, je sais pas quoi. Dale, toi aussi, t'es pas clean à 100%, mon grand. Donc, pour moi, en fait, dans cette histoire, tout le monde a tort. Il y a un gros manque de communication, mais n'oublions pas, c'est Hollywood. Donc, Dale était, à mon avis, trop naïf pour ce milieu, ou alors, il n'était pas du tout naïf et il voulait surfer sur le succès de Léo. Et il est pas honnête dans ce qu'il nous raconte. Je trouve que le problème de Dale, c'est qu'il a laissé trop cette histoire le bouffer depuis le début. Encore une fois, c'est bien d'être passionné par un projet. Mais quand tu vois que tout le monde n'est pas passionné par ça, y compris la star du projet, Léo, prends du recul. C'est allé trop loin. Effectivement, après, je pense que c'était une vendetta contre Dale qui méritait pas ça. Bien sûr, il méritait pas. Mais Dale, de ton côté, mon grand, t'es aussi
pas non plus blanc-bleu. Après, il y a d'autres anecdotes aussi qu'il raconte qui m'ont mis très mal à l'aise parce que c'était crade, franchement. Des trucs sur Léo et Toby. Je vais pas rentrer dans les détails parce que non, en fait. Des détails, des anecdotes en fait qui racontent. Ils sont entre potes et ils font un peu des trucs crado quoi avec leur machin. Et, bref, je rentre pas là-dedans, mais ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire en fait. On a compris que Léo et Toby c'était des gros cons, mais ces trucs-là, en fait, si vous voulez, j'ai trouvé ça sale et dérangeant. On parle quand même d'un mec qui a plus de 40 ans, hein, qui écrit ce livre. J'ai vu ça vraiment comme un coup bas. Je me suis dit, ok, on a compris ton pourri la vie, mais j'essaye de me mettre à la place du type et je me dis, mais moi, je serais pas tombée aussi bas, en fait. Ça n'apporte rien de plus à l'histoire. Je comprends pas trop, en fait. Je trouvais ça mesquin. Enfin, moi, même mon pire ennemi, hein. Si on était potes à une époque, des petits trucs comme ça, je me verrais pas les raconter. Non, c'est... Bref. Mon avis final là-dedans, c'est que tout le monde a tort et tout le monde a raison en même temps. Voilà, je me mouille pas parce que j'arrive à comprendre les deux parties. Il y a des trucs que je cautionne pas chez l'un et que je cautionne pas non plus chez l'autre. C'est parti trop loin, alors que ça n'en valait pas la peine, à mon sens. Je me demande s'il serait autant acharné si on parlait d'un film où il n'y avait pas Léo dedans. C'est la question que je me pose. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos opinions. Je pense que vous aurez forcément un autre avis que le mien, ou ça se rejoindra à des moments. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Mouah. Bisous, ciao. Like.